Le dernier endroit peut-être où les Russes et les Américains parlaient entre eux, la Station spatiale internationale, eh bien les Russes la quittent. Peut-être le dernier pont Russie-États-Unis qui vient de tomber et peut-être un nouveau pont supplémentaire entre le Kremlin et la Chine qui est en train de se construire. Donc vous l'avez compris, enjeu majeur, géopolitique, économique, symbolique. On va tout mettre sur la table avec nos invités que je salue sur ce plateau. Bonsoir Irina Dmitrichine. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférences en langue et civilisations ukrainiennes à l'INALCO. Vous êtes auteur de Anthologie du Donbass chez l'Harmattan en 2018. Bonsoir François Hesbourg, ravi de vous retrouver. Vous êtes conseiller à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes auteur de Retour de la guerre aux éditions Odile Jacob et puis aussi des Prédateurs, Le temps des prédateurs. La Chine, les États-Unis, la Russie et nous, aux éditions Odile Jacob. Bonsoir Pierre Servant, ravi de vous retrouver également. Bonsoir, vous êtes consultant défense TF1 et LCI. Et bonsoir à vous, général Dominique Trinquant, ravi également. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Allez, on pose les faits. Rien que les faits, la Station spatiale internationale quittée par les Russes. Les indispensables, c'est Quentin Berichet. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. C'est donc officiel, la Russie quittera la Station spatiale internationale après 2024. Oui, et c'est le patron de l'agence spatiale russe lui-même qui l'a indiqué hier, Yuri Borisov. Il l'a indiqué à la télévision russe hier. Écoutez. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года принят. Une décision historique, car depuis la fin de la guerre froide, la Station spatiale internationale était tout simplement devenue le symbole du réchauffement climatique, du réchauffement diplomatique entre la Russie et les États-Unis, et surtout leur capacité à travailler ensemble. Dès 1993, la Russie est intégrée par les Américains au projet de la station. Elle devient très vite une pièce maîtresse. Les ingénieurs russes et américains travaillent main dans la main pour assembler cette station spatiale internationale. Deux principaux modules qui composent d'ailleurs la station sont russes. Leurs noms, Zvezda et Zarya. Vous allez les voir, ils font partie des premiers modules montés sur la station. Avec le départ de la Russie dans le programme de l'ISS, la question de l'avenir et de l'entretien de ces modules se pose. Surtout pendant près de 10 ans, c'est grâce aux Russes que les astronautes ont pu être envoyés dans l'espace. Après l'abandon des navettes spatiales en 2011, ce sont les capsules russes Soyouz et seulement elles qui ont été utilisées pour relever les équipes à bord. C'est d'ailleurs dans une de ces capsules que le Français connu Thomas Pesquet a embarqué pour sa première mission en 2016, un monopole Soyouz qui s'est terminé en 2020 avec l'arrivée des capsules Crew Dragon, des capsules américaines du géant SpaceX. Thomas Pesquet avait d'ailleurs utilisé une de ces capsules pour son second voyage. Pour autant, la Russie gardait toujours son importance au sein de la station. Deux exemples, ce sont des propulseurs russes qui régulent l'orbite de la station autour de la Terre. Là aussi, avec leur départ, il va falloir trouver une solution pour manœuvrer cette station. Et puis un autre exemple concret, depuis 2000, il y a toujours eu au moins un cosmonaute russe à bord de la station. Depuis la guerre en Ukraine, les tensions ont bien sûr grimpé sur ce sujet de l'ISS. Oui, avec deux exemples concrets, Amélie. Le premier, dès le 24 février, le jour de l'invasion russe en Ukraine, Joe Biden, le président américain, est très clair. Les sanctions occidentales infligées à la Russie réduiront les ambitions spatiales de Vladimir Poutine. Écoutez. Between our actions and those of our allies and partners, we estimate that we'll cut off more than half of Russia's high-tech imports. It'll strike a blow to their ability to continue to modernize their military. It'll degrade their aerospace industry, including their space program. Une menace qui n'avait pas du tout plu au chef de l'agence spatiale russe de l'époque, Dimitri Rogozin. Dans un tweet, le haut dirigeant, très proche d'ailleurs de Vladimir Poutine, prévenait en brandissant une menace digne d'un véritable film de science-fiction. Si vous bloquez la coopération avec nous, qui sauvera l'ISS d'une chute incontrôlée sur les États-Unis ou l'Europe? Heureusement, 5 mois après cette menace, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. La coopération au sein de l'ISS entre Russes et Occidentaux ne s'est jamais vraiment arrêtée depuis la guerre. Preuve en est cette image, le 18 mars dernier, leur dernière expédition à bord des Russes, où, vous le voyez, les Russes embrassent littéralement les Américains lorsqu'ils arrivent dans la station. Alors le deuxième épisode de cette tension, il arrive le 4 juillet dernier. Des photos publiées par l'agence spatiale russe. Regardez celle-ci. La première, on y voit les 3 cosmonautes russes à bord de la station avec un drapeau. On pourrait croire qu'il s'agit du drapeau russe,
Mais en fait, non. Si on regarde bien, il s'agit du drapeau de la République séparatiste de Louhansk. Les cosmonautes célébraient en fait la prise de contrôle total de l'armée russe dans la région. Mais les cosmonautes russes ne s'arrêtent pas là. Regardez cette deuxième image. On les voit cette fois-ci brandir le drapeau de la République séparatiste de Donetsk, les territoires que l'armée russe veut également annexer. La NASA avait alors fermement condamné cette prise de position et surtout l'utilisation par la Russie de l'ISS à des fins politiques pour soutenir la guerre contre l'Ukraine, ce qui est fondamentalement incompatible avec la fonction première de la station. Mais bon, si la Russie, elle abandonne l'ISS et les Occidentaux au passage, est-ce que ça signifie qu'elle en a fini de sa conquête spatiale? Pas du tout, Amélie, car en se détournant des Occidentaux, la Russie se rapproche surtout de la Chine. Le pays est devenu une puissance spatiale à part entière. Les deux pays ont d'ailleurs déjà un projet, la construction d'une station orbitale autour de la Lune, une concurrence directe au projet lunaire Gateway des Occidentaux qui veut également emmener des astronautes en orbite autour de la Lune. Aussi, la Russie souhaite construire sa propre station spatiale. Yuri Borisov l'a rappelé hier. Le projet sera la priorité du nouveau programme spatial russe. Les travaux devraient commencer dès 2024. Merci beaucoup Quentin Bérichel pour les explications, pour le récit, pour l'histoire. Alors François Hesbourg, la NASA elle a réfuté, elle a dit on n'a pas de notification pour le moment. Alors j'en viens à ma traditionnelle question quand il s'agit désormais de la Russie. C'est du sérieux, c'est de la communication ou c'est terminé? Si le patron de l'agence spatiale russe l'a dit, on peut a priori le croire, puisqu'il est quand même un des partenaires de la station spatiale. Est-ce que les Russes vont se fendre d'un communiqué en bonne et due forme vers la NASA? Ça, je l'ignore et je ne suis pas sûr que ce soit très important. Ce qui compte, ce sont effectivement les conséquences. Et on peut commencer par les États-Unis. Allez, on va droit au but. Les conséquences pour les États-Unis, par exemple. On n'arrête pas de dire c'est le dernier endroit où États-Unis et Russie se parlaient dans l'espace, dans l'ISS. Quelles conséquences? C'est la fin d'un symbole. Et la station spatiale, il faut bien le dire, avait pour fonction essentielle, fonction primordiale, je crois, était le mot qui figurait dans le communiqué de la NASA. C'était en fait le symbole. Et la station spatiale, si on me demande à quoi est-ce qu'elle servait au plan scientifique, au plan pratique, je dirais pas grand-chose. Il y a eu tout à l'heure un petit lapsus pour parler de réchauffement climatique plutôt que de rapprochement diplomatique. Par exemple, la station spatiale ne servait à rien par rapport au réchauffement climatique. Ce qui aurait été, a priori, un sujet pas totalement inintéressant. Elle était importante, surtout à travers sa fonction diplomatique. À partir du moment où la fonction diplomatique disparaît, je pense que les Américains, comme les Russes et les Chinois, vont se focaliser sur la grande œuvre qui est la reconquête de la Lune. Alors ça, on va prendre la direction de la Lune ensemble, je vous le promets dans quelques instants. Je reste juste sur cette première partie, conséquences immédiates États-Unis. Alors j'ai fait mes lectures aussi cet après-midi, mes devoirs, en lisant des spécialistes, notamment du CNRS, qui rappelaient qu'en 2014, il y avait déjà eu une grande tension donc, entre États-Unis et Russie. Puis à l'époque, le patron de l'agence spatiale russe, il avait menacé les Américains, en gros, de rejoindre l'ISS Anthropoline. En gros, vous avez trop besoin de moi pour monter là-haut, de nous pour monter là-haut, donc vous êtes dépendants, vous êtes gentils, on va laisser redescendre les tensions. Sauf que maintenant, en 2022, il y a des personnes comme Elon Musk qui ont créé des objets suffisamment forts et américains pour les emmener tout en haut. Et juste pour vous dire qu'Elon Musk, d'ailleurs, il a tweeté en souhaitant un bon voyage aux Russes. Au plan pratique, effectivement, on n'est pas dans la situation de 2014. Si les Américains et leurs partenaires européens et japonais tiennent absolument à faire fonctionner la station spatiale, en tout cas, on saura la rejoindre. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour maintenir la station spatiale en activité? Personnellement, j'en doute un petit peu. Encore une fois, cette station, elle servait essentiellement de symbole diplomatique. Général Trinquant. Oui, au-delà effectivement du symbole diplomatique qui est le cœur, à mon avis, du sujet, il va falloir bien sûr régler quelques problèmes techniques. On disait que les Russes étaient chargés de la propulsion. Et c'est pour ça que les Russes disaient, attention, là, elle va tomber sur les États-Unis ou sur l'Europe. Bien sûr, jamais sur la Russie. Donc, il va falloir régler ce problème de propulsion. Mais comme vous le disiez, maintenant, il y a il y a un certain nombre de sociétés privées qui ont des capacités et qui vont naturellement être trop heureuses de remplacer la déficiente russe
dans ce sujet-là. Donc, du côté américain, du côté européen, il y a les capacités pour changer les choses, je pense. Surtout que l'horizon 2024, ça laisse un petit peu de temps quand même pour organiser les choses. Donc, c'est le symbole pour vous aussi qui est le plus fort. C'est le symbole qui me paraît important. Et l'autre symbole qui est important, c'est que les Russes et les Chinois continuent à travailler ensemble sur un sujet différent, disons. Effectivement, la reconquête de la Lune. Vous voulez aller sur la Lune, je vous vois vraiment, mais on va y venir. En effet, les États-Unis, la Russie, c'est la fin de quelque chose d'important. C'est un moment historique à travers l'ISS qui est en train de se produire. Oui, pour deux raisons. Celle qui a été évoquée, c'est-à-dire vraiment le symbole de cohabitation harmonieuse, au moins dans l'espace, en apesanteur. Vous pouvez avoir le sentiment que les tensions géopolitiques restaient clouées au sol par la gravité. Donc là, ce symbole est détruit. Et puis, c'est une illustration du deuxième thème qu'on abordera un peu plus tard, c'est-à-dire cette idée un peu de conflictualisation, enfin de zone de conflictualité dans l'espace. On en donnera des exemples plus préoccupants. Mais là, c'est aussi une nationalisation, c'est-à-dire le fait de dire, voilà, l'international, les lieux de cohabitation, d'échange, on n'en veut pas, on se replie sur notre précaré, on vend ça à la population russe sur le thème, regardez, tout ça, finalement, ça fonctionnait grâce à nous, on va les abandonner, alors que, effectivement, les spécialistes expliquent que c'était une station qui était vouée à être désorbitée dans les années qui allaient venir, parce qu'effectivement, son utilité stricte n'était pas là. Mais encore une fois, ce symbole est tragique, parce c'est un pas de plus dans une sorte de rideau de fer qui s'installe même dans le ciel. Irina Dmitrichine, en tant qu'Ukrainienne, quand vous voyez cette histoire-là qui s'écrit un peu plus, même dans l'espace. Je pense que c'est une page logique, c'est la conséquence de tout ce que nous vivons depuis plusieurs mois. Je pense qu'il aurait été très difficile de maintenir un langage de fermeté vis-à-vis de la Russie et de continuer à essayer de faire comme si de rien n'était. Je pense qu'il y a aussi la question de technologie et d'obsolescence, tout simplement, de cet équipement. Est-ce que la Russie est capable d'avoir cette avancée technologique et de continuer? J'en suis pas tellement certaine. Et c'est aussi une possibilité de passer à un nouveau palier, à développer d'autres possibilités pour les Occidentaux et les Américains. Donc je pense que la Russie a fait cette provocation avec les drapeaux, justement, parce que ça allait tomber de toutes les manières. Peut-être que pour continuer ses ambitions, donc ça y est, on arrive sur la Lune. Je vous ai fait patienter, mais on y arrive. Elle peut effectivement regarder du côté de la Chine, en réalité. Pont détruit avec les États-Unis, mais pont renforcé avec la Chine pour les projets futurs ou pas? Alors, un pont a priori renforcé, puisque c'est le seul endroit où les Russes vers lequel ils puissent aller. Mais le fait est aussi que l'industrie spatiale chinoise est en plein essor. Ils ont atteint et dépassé le niveau qu'avaient naguère les soviétiques en la matière. La Chine est dorénavant une superpuissance spatiale, comme le sont les États-Unis. La Russie, avec ses moyens limités et vieillissants, dont la station spatiale était d'ailleurs un exemple, parce que les modules que vous avez évoqués tout à l'heure, ils ne sont pas de première jeunesse. Avec, en plus de tout ça, la Russie elle a d'autres chats à fouetter. Elle a le produit intérieur brut de l'Espagne. Et elle ne va pas jouer dans la cour des grands avec la Chine. Elle va, dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines, se mettre en dépendance par rapport à Pékin, et ceci purement et entièrement de son fait, parce que la Russie l'aura voulu, personne ne l'y a poussé. Et c'est effectivement, alors je ne sais pas si le mot tragique est le bon, mais c'est très triste en tout cas, parce qu'effectivement, un élément de rêve, l'espace, lieu pacifique, de coopération. Dernier bastion. C'est fini. Le dernier bastion, c'est le pôle Sud. Il reste le pôle Sud. Ah, non, mais du coup, c'est un espoir. Donc, on va espérer que du côté du pôle Sud, il n'y ait pas de symbole qui s'immisce, que ça reste apolitique. Alors, Pierre Servan. Oui, ça peut paraître très banal, mais écoutez, pour beaucoup de jeunes enfants ou d'un peu moins jeunes, l'espace, ça fait rêver. Voilà, bon. Donc là, on est encore une fois dans une nouvelle dimension de conflictualité. L'autre point sur la problématique des fusées, pour rebondir sur ce que François disait, sur des problématiques d'obsolescence du côté des Russes,
Et je pense notamment aux missiles nucléaires balistiques russes, mais vous savez que les problèmes de propulsion sont identiques. Un sous-marin nucléaire lanceur d'engins français, c'est Kourou sous la mer. Donc, sauf que la tête est nucléaire, mais les problématiques de propulsion de fusées, c'est identique. Et visiblement, les Russes, ces dernières années, ont de gros problèmes parce qu'ils n'utilisent pas toujours les mêmes types de propulseurs. Vous savez que la fusée, pour qu'elle s'élève, elle a soit des propulseurs, comment dirais-je, du liquide propulseur, une charge propulsive, pardon, qui est soit liquide, soit solide. Et visiblement, les Russes sont un peu joueurs là-dessus, et ils ont eu des accidents sur des pas de tir ces dernières années, justement parce qu'il y a une maîtrise qui n'est pas complètement assurée selon le type de propulsion, de capacité de propulsion. Donc c'est un point qui est souligné, ce qui fait que par rapport à la Chine, la Russie risque de se retrouver comme le petit frère que le grand frère chinois va aider. Ce qui pour les Russes est assez difficile à admettre, parce que pour eux, 61, Yuri Gagarin, c'était eux. Voilà, donc Poutine a beaucoup d'ambitions, il n'a pas nécessairement tous les moyens de ses ambitions. Mais toutes les ambitions ne sont pas pour le moment annulées. Ou on parle de la Lune depuis tout à l'heure, c'est parce qu'il y avait 2 missions lunaires russes qui étaient prévues, Général Trancan. Donc, Oui, mais je crois vraiment le point à retenir, c'est la dépendance de la Russie vis-à-vis de la Chine dans ce domaine-là. C'est qu'ils ne jouent pas dans la même cour. Et aujourd'hui, la Chine est très nettement en avance. Et donc, quittant les Européens et les Américains, puisque les Européens et les Américains sont associés, mais avec les Américains, bien sûr, leaders sur cette station, ils sont obligés de se retourner vers la Chine. Et là aussi, ils vont être les petits à côté de la Chine. Donc, évidemment, le discours ne dira jamais ça. Mais la réalité, elle sera celle-là. C'est que la Chine est une vraie puissance en croissance. La Russie est une puissance moyenne qui se renferme, en fait. Et donc, ça va être la difficulté pour les Russes, va être toujours comme d'habitude dans le langage, d'arriver à faire croire qu'ils sont une grande puissance avec la Chine. Et la réalité ne sera pas là. On va rester un peu dans l'espace. L'espace, donc on l'a très bien compris, n'est plus apolitique. Donc il nous reste le pôle Sud. On va tout miser là-dessus. Mais c'est un espace qui est majeur dans la guerre. On en parle finalement assez peu, mais les satellites, le renseignement. D'ailleurs, pour rappel, le 24 février, c'est un professeur, je crois, américain qui, sur Google Maps, voit les fils via les satellites de camions russes et qui, le premier, met en évidence que l'invasion a démarré. C'est juste une illustration pour dire à quel point cet espace-là est en réalité un enjeu absolu, là, en ce moment. C'est la position stratégique dominante, et pas simplement parce qu'on est en altitude. Et la station spatiale elle-même avait déjà subi, quelque temps avant la guerre en Ukraine, des problèmes dus à des essais antisatellites russes qui avaient dispersé des débris dans tous les azimuts en menaçant la station spatiale elle-même, ce qui était assez croquignolet parce qu'il y avait quand même, comme le rappelait votre sujet, au moins un cosmonaute russe à bord. Et tant pis pour lui si jamais la station spatiale avait fait une mauvaise rencontre. On voit aussi effectivement le rôle que les moyens spatiaux jouent dans le recueil du renseignement, le traitement du renseignement, l'exploitation du renseignement dans la guerre d'Ukraine et par les États, bien sûr, l'Ukraine, la Russie, les pays associés, mais aussi dans le domaine commercial. Les photos que vous nous montrez sont des photos de haute résolution, peut-être pas tout à fait au niveau de la résolution la plus élevée des États les plus développés, mais pas loin, mais vraiment pas loin. Et effectivement, on peut aujourd'hui avoir une connaissance en temps réel de ce qui se passe, qui était absolument pas envisageable naguère. Et enfin, dernier point, vous parliez d'Elon Musk tout à l'heure. Oui. Elon Musk a mis à disposition de l'Ukraine Starlink, son réseau de satellites de communication pour pouvoir se substituer, le cas échéant, à des frappes russes contre les systèmes terrestres ukrainiens. Et ça s'est fait en l'espace de quelques jours. Donc là aussi, on a effectivement changé d'époque. C'est une autre guerre, et c'est une guerre dans laquelle
les Ukrainiens et les Occidentaux excellent et dans laquelle les Russes, pour autant qu'on puisse en juger, n'ont pas été très bons dans la guerre. Mais donc, si je comprends bien, pour être clair, là-haut, dans les satellites, c'est pas les États qui envoient les satellites, pas toujours. On a aussi du privé. Vous avez raison. Donc, c'est pas si simple à gérer ou analyser. Ça doit rester assez nébuleux tout de même si on n'a pas accès à toutes les... C'est la nouveauté. C'est-à-dire que maintenant, des sociétés privées, aussi bien dans l'observation, donc les images que nous voyons, que dans la communication, il y a plein de sociétés privées, du côté de l'Ouest en tout cas, et qui sont capables de façon presque autonome. On pense que c'est en accord, bien sûr, avec les États. Mais ce qui vient d'être cité sur Elon Musk, par exemple, est frappant. C'est-à-dire qu'il fournit des moyens de communication à un État, et c'est un privé qui le fait, qui le fait sur ses moyens. Donc là, il y a une vraie révolution. Ensuite, on parlait de la guerre de la communication, c'est-à-dire que le renseignement est devenu de la communication. Et le renseignement d'État est devenu de la communication aujourd'hui. Mais le renseignement privé contribue à cette communication également, avec tous les effets. On cite toujours, il y a un think tank américain qui fournit en permanence des images et qui va même jusqu'à fournir des images sur la densité des tirs dans les zones pour voir où ont lieu les attaques précisément. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a 25 ans, ou 20 ans, ou je ne sais pas, il n'y avait que les États qui disposaient de ces moyens-là. Aujourd'hui, ce sont des sociétés privées qui en disposent et qui le mettent à la disposition du public. Donc, en fait, ce qui se joue au-delà de la Station spatiale internationale, relations États-Unis-Russie, c'est aussi qui va prendre possession du ciel et de ce qui est aujourd'hui considéré quasiment comme une arme de guerre, dans une guerre en tout cas. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un enjeu à se dire, en ce moment, attention, si les Russies développent avec les Chinois, c'est peut-être plus de satellites russes et chinois aussi dans le ciel dans les années à venir, ou privés chinois, et donc une perte un peu plus de contrôle de ce qui se passe tout là-haut. En plus des limites que se mettent ces États. Parce que, comme cela a été cité, les Russes ont fait la démonstration il n'y a pas longtemps de leur capacité de détruire un satellite. Oui. Or là, pendant la guerre, rien ne s'est passé. Donc, les États se sont mis un certain nombre de limites sur l'utilisation, justement, ou la destruction de satellites ou de moyens qui appartiennent aux autres États. Pierre Servan. Alors, un autre atout essentiel des satellites, on a très bien dit tout ce qui touchait au renseignement, mais c'est fondamental pour le recalage d'armes, de missiles intelligents, notamment pour les calculs GPS. C'est-à-dire que les calculs GPS d'un missile longue portée se fait par satellite. C'est-à-dire le satellite se recale, l'ordinateur de bord se recale sur le satellite pour savoir où se trouve sa cible. Si vous interférez, si vous coupez ce signal, votre missile intelligent devient inopérant, et donc c'est stratégique. Et c'est pour cela que en 2017, Florence Parly, qui était ministre des Armées à l'époque, a protesté publiquement contre le fait qu'un satellite espion russe s'était approché d'un satellite franco-italien, si je me souviens bien, pour soit pomper ses données, soit pour interférer, pour se mettre à la place de ce satellite. Et la France a décidé à ce moment-là de lancer la construction de satellites gendarmes, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans le ciel des satellites gendarmes destinés à protéger les satellites de renseignement, d'observation et les satellites de communication qui permettent notamment ces recalages. La dissuasion nucléaire dont j'ai parlé, les fusées qu'emportent les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, nos satellites dans le ciel sont fondamentaux pour le recalage, le guidage de ces missiles. Si vous atteignez cette capacité-là, on peut avoir des difficultés avec notre force de dissuasion nucléaire. Donc c'est complètement stratégique. Et dernier point, il faut rappeler, parce qu'évidemment ça c'est un peu dans la mémoire des Russes, des anciens soviétiques, c'est qu'une des choses qui a provoqué la chute de l'Empire soviétique, c'est l'initiative de défense stratégique de Reagan, ce qu'on appelait la guerre des étoiles, qui était cette idée que Reagan portait vraiment. Il pensait pouvoir protéger les États-Unis de toute attaque nucléaire en positionnant dans la stratosphère des satellites tueurs de missiles nucléaires russes ou autres. Et c'est cette course démesurée, qui entre parenthèses a conduit à des découvertes scientifiques du côté des Américains considérables, qui a en partie asséché l'économie soviétique et a provoqué cet effondrement. Donc il y a un arriéré dans le fait de vouloir construire dans l'espace des systèmes de défense. Et c'est pour ça que l'exemple
que vous avez prise sur la station satellitaire, je dis qu'elle est tragique pour le symbole, mais aussi parce qu'elle annonce bien d'autres choses derrière, malheureusement. Et une bataille majeure qu'on a visiblement donc raison de regarder un tout petit peu ce soir, peut-être un peu sous-estimée ces dernières semaines et ces derniers mois. Irina Dmitrichine, je voyais réagir. Oui, je voulais juste, j'adhère tout à fait à ce que vous avez dit tous les trois. Je voudrais juste signaler qu'il y a quelques semaines, lorsque les Ukrainiens ont récupéré du côté de Kharkiv donc les équipements et les documents qui avaient été abandonnés par les Russes, on a vu que la carte que les Russes utilisaient pour leur offensive terrestre datait des années 60. Donc ça veut dire qu'ils ne se rendaient même pas compte des nouveaux quartiers qui étaient construits, de tous les changements qui étaient intervenus. Et ça ça dit long sur l'état technologique de ce pays. Donc, quand ils disent qu'ils vont construire quelque chose en 2024, il faut quand même aussi voir si ça va se réaliser. Bon, on va se poser